Chers amis, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir ici dans cette école. Pour certains d'entre vous, elle ne vous est pas inconnue, évidemment. Je m'appelle Éric Langereau et donc commence le cycle de cette année, cycle issu d'une collaboration entre les quatre institutions que vous connaissez également, donc l'École supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg, le WARF, le FRAC et l'Artothèque. Sylvie Fou n'a pas pu être parmi nous, elle est souffrante un peu. Gilles Forest va arriver bientôt. Claire Tangier est là. Et je vais passer la parole à Anne pour qu'elle puisse vous en dire davantage sur ce cycle et sur le conférencier que je remercie de nous avoir rejoints. Voilà. Bonsoir, alors Anne Cartel, je représente le FRAC Basse-Normandie. On remercie Pascal Rousseau d'avoir accepté cette invitation d'un cycle de 5 conférences d'histoire de l'art, cette fois-ci tournée vers l'abstraction. L'année dernière, c'était un cycle qui traitait davantage de la représentation avec Fabien Danesi. Comme ça fera un cycle assez complet. Donc Pascal Rousseau est professeur d'histoire de l'art à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et il a été commissaire de l'exposition aux origines de l'abstraction au musée d'Orsay, spécialiste de Robert Delaunay aussi, et puis récemment, et ce qui vraiment nous a intéressés, enfin en tout cas pour ma part, l'exposition au Mystère de l'Ouest au centre Georges Pompidou dans le cadre du nouveau festival organisé par Bernard Blisten. Donc voilà, nous le verrons pendant 5 conférences. Bonne soirée. Alors, la conférence va s'arrêter vers 19h30 peut-être, moins le quart. Voilà, avec un tout petit laps de temps pour des questions. Le train de Pascal Rousseau étant à 20h13. Voilà. C'est un petit peu... Ils ont ramené l'horaire du train de 20h24 à 20h13. Bonne séance. Merci. Donc, je voudrais profiter de cette séance, j'ai envie de dire, qui va être une séance d'introduction en fait à ce petit cycle pour essayer de camper un tout petit peu les choses, de revenir d'ailleurs à un projet d'exposition qui a été évoqué à l'instant. Ça a été important dans mon parcours, une exposition que j'ai pu organiser au musée d'Orsay, donc il y a maintenant un petit bout de temps puisqu'il s'agissait de 2003, il y a quasiment 10 ans maintenant, ce n'est pas rien, et qui était consacrée donc à l'idée de revenir sur une sorte de mythologie qu'on a quand même souvent, et les artistes en premier lieu, eu tendance à cultiver, celle d'une abstraction qui serait tombée en quelque sorte du ciel dans les années précédant en quelque sorte la Première Guerre mondiale, dans les années 12, 13, 14, il y a effectivement un moment qui dans l'histoire moderne et contemporaine de l'art a été un moment décisif, bien sûr, celui de la rupture d'un modèle qui aurait été celui de l'illusion, en fait, la peinture essayant de rivaliser avec le réel, la fenêtre ouverte sur le monde. Et puis, subitement, quelques artistes, effectivement, dans un champ qu'on appellera l'avant-garde, auraient décidé de rompre avec ce principe pour lui substituer donc ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'abstraction. Alors, je voudrais revenir en fait de deux manières sur cette histoire. Je voudrais essayer, dans cette séance d'introduction, de voir comment l'histoire s'est accaparée de cette question des origines de l'abstraction. Où doit-on aller chercher les débuts de cette abstraction? Comment est-ce qu'on peut dater les premières œuvres abstraites? Comment doit-on définir la première œuvre abstraite? Puisque quelqu'un comme Georges Didier Huberman ira chercher les prodromes de l'abstraction jusque dans les marbrures de Giotto, où on peut bien sûr aller les chercher chez Turner au début du 19e. Enfin bon, il y a évidemment de nombreuses hypothèses qui peuvent être proposées pour essayer de déceler à la fois les débuts de ce nouveau vocabulaire. J'y reviendrai, ça avait été l'occasion de cette exposition, ce qui ne sera pas, j'ai envie de dire, le cœur du cycle de conférences que je vous proposerai. Aujourd'hui, je vais parler de la manière traditionnelle, j'ai envie de dire, ou des manières de réfléchir sur les débuts de l'abstraction, les origines. C'est une manière pour moi de boucler presque quelque chose qui me semble avoir été maintenant plutôt pas mal dit, et puis de revenir sur d'autres formes, et en particulier l'hypothèse, en tout cas la proposition que je voudrais vous faire dans le cycle à venir,
ce serait de se dire que l'histoire de l'art a regardé l'abstraction peut-être trop exclusivement à partir d'un média qui serait celui en fait de la peinture. La peinture abstraite serait en quelque sorte la plateforme quasi exclusive de réflexion sur l'apparition de l'abstraction. Alors, si j'ai participé à cette histoire avec l'exposition de 2003 et puis d'autres propositions autour de quelques artistes pionniers de cette histoire, comme Robert Delaunay par exemple, je voudrais maintenant essayer de revenir là-dessus pour essayer, et donc ce sera l'hypothèse de ce cycle, de réfléchir à l'idée que l'abstraction, avant d'apparaître donc sur la toile, serait peut-être apparue d'abord sur la scène. Et d'essayer de réfléchir à l'idée que le public, en fait, qui va regarder une œuvre comme celle-ci, Amorpha fugant de couleurs, qui est une œuvre de l'artiste tchèque František Kupka, installé à Paris à cette époque-là, et qui présente donc au Salon d'automne de 1912 une œuvre comme celle-ci, qui est une œuvre complètement inobjective, non figurative, on peut la dire délibérément abstraite. Donc le public qui était assez peu préparé, on peut le dire évidemment, à ce type de radicalité. Picabia fera des choses assez similaires au même, et dans la même salle d'ailleurs du Salon d'automne. Ce public, en quelque sorte, a été à la fois heurté, j'ai envie de dire plus que chahuté, par l'apparition brutale, effectivement, de l'abstraction, mais j'ai envie de dire qu'il a quand même aussi peut-être, si on élargit le spectre de lecture de l'abstraction, été préparé. Préparé par quoi ? Préparé pas simplement par des œuvres picturales qui auraient effectivement commencé à ébaucher pas mal dans ce sens, à commencer par les travaux de Turner et autres, bien sûr, mais préparé aussi par des spectacles qui, sur différentes scènes, que je vais essayer de cartographier, me semblent avoir en fait fourni au regard de l'époque, c'est-à-dire au regard du passage du siècle, fin 19e, début 20e, pas mal de possibilités d'être face à des œuvres qui étaient en fait des œuvres que l'on pourrait qualifier d'abstraites. Alors je vais essayer, et vous l'avez déjà dans le programme des séances qui sont annoncées, je vais essayer de cartographier en fait un petit peu justement cette avant-scène de l'abstraction. Je vais l'appeler comme ça, l'avant-scène de l'abstraction, parce que ce sera l'apparition de l'abstraction plus sur la scène, comme vous l'avez compris, que sur la toile. J'essaierai de le voir en différents moments. On regardera par exemple attentivement la scène chorégraphique, la danse, l'expérimentation autour de la danse, et en m'arrêtant sur quelques exemples, un en particulier qui m'intéresse de manière plus spécifique, le cas de Loie Fuller. Loie Fuller, qui n'est pas, si vous voulez, une artiste exclusivement d'avant-garde, c'est une artiste qui est extrêmement populaire, donc j'ai envie de dire qu'il va aussi proposer un spectacle à une très très grande échelle. Son pavillon, non, annulé, je sais pas quoi. Annulé, pardon. Son pavillon à l'exposition universelle de 1900 est un pavillon qui va accueillir beaucoup de monde, donc j'ai envie de dire que ce n'est pas un spectacle qui est un épiphénomène, c'est au contraire un spectacle très massif, offert à un public extrêmement large, et dont je verrai en fait que non seulement il donne effectivement à voir une sorte de féerie comme cela, de mouvement où le corps a totalement disparu, derrière les voiles, de couleurs et autres, qui est un spectacle à mon avis abstrait, mais qui en plus, j'essaierai de vous le montrer, mobilise toute une réflexion sur la question de la dématérialisation, la question de la représentation de la pensée sur la scène et autres, qui est tout sauf justement l'idée d'une exaltation du corps, on le verra, et qui a énormément à voir avec justement pas mal de prodromes de l'abstraction en peinture. Le cas de la danse n'y suffirait pas, on le verra, puisqu'on pourra regarder, et je terminerai par là, vous le verrez dans le programme, le théâtre lui-même. Le théâtre du passage du siècle est une scène expérimentale assez intéressante. J'évoquerai en particulier des expériences autour du théâtre symboliste, qui, on va le voir, élabore tout un discours qui est très très proche en fait de ce que l'on pourra convoquer dans le champ de la peinture, dans une opposition entre la tradition réaliste, figurative d'un côté, et puis justement cette fameuse rupture du non-figuratif ou de l'abstrait, ce qu'on appellera plutôt d'ailleurs la peinture pure à cette époque-là.
Eh bien, le théâtre pur a, me semble-t-il, déjà énoncé à la fin du 19e, à partir de quelques expériences sur lesquelles je reviendrai. Je m'intéresserai à plusieurs spectacles, mais un en particulier de 1891, qui est en fait une sorte de scénographie autour d'un chant d'amour biblique, le Cantique des Cantiques, et vous le verrez en fait, qui convoque toute une disparition, une fois de plus, de l'élément pittoresque, du théâtre de boulevard, bien sûr, qui dominait à cette époque-là le théâtre, bien sûr, pour proposer au public un système abstrait et qui a pour particularité, et c'est l'autre corollaire qui m'intéresse, d'associer les sens, de vouloir en fait proposer un vocabulaire abstrait qui aurait la particularité de pouvoir faire se commuter ou se dialoguer l'univers du son et l'univers de la vision, l'acoustique et l'optique se mêlant dans ce que j'appelle, donc dans mon petit programme, une sorte d'archéologie audiovisuelle de l'abstraction. Parce que, en tant qu'historien, bien sûr, et je pense que le fait de faire cette conférence ici, dans un lieu qui est un lieu de pratique pour des artistes en devenir, des praticiens d'aujourd'hui, le rôle d'un historien de l'art, bien sûr, c'est pas simplement de revenir sur une histoire, c'est de revenir sur cette histoire pour éclairer, bien sûr, le présent. Et il me semble que dans les pratiques d'aujourd'hui, qui sont des pratiques qui jouent énormément sur la question de l'hybridation des médias, autour d'un phénomène qui serait celui de l'installation, par exemple, hybridant dans l'intermédiaire la vidéo, le film expérimental, la sculpture, la peinture, la performance. On va dire une pratique qui est quand même très très en place aujourd'hui, voire dominante, on peut le dire. Et bien cette présence de l'intrication justement des médias et autres pour parler aussi de l'abstraction ou renouveler la question de l'abstraction aujourd'hui par des artistes contemporains me semble pouvoir trouver peut-être des réponses dans l'histoire. C'est un petit peu mon rôle en fait. Je n'ai pas l'intention de raconter le passé. Ce qui m'intéresse, c'est d'éclairer le présent en essayant de regarder d'un peu plus près dans l'archéologie du passé. Alors, en gros, si vous voulez, la proposition, vous le voyez bien, elle est double. La première, ce serait d'essayer de montrer que la question de l'abstraction, loin d'être rivée sur l'opticalité, le tableau qui se présente comme une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé, avec cette obsession pour à terme le monochrome, par exemple, comme une sorte d'aboutissement du projet effectivement radical de l'abstraction. Cette idée, vous le voyez bien, que l'abstraction serait exclusivement rivée sur l'œil, sur l'observation de l'œil. J'aimerais vous montrer que l'abstraction est plus impure que cela, que cette abstraction de l'œil, qui a été celle défendue par des critiques d'art importants comme Clément Greenberg, qui a accompagné l'émancipation de l'art abstrait, et en particulier américain dans les années 50, et qui a construit un discours extrêmement homogène sur l'idée justement d'une abstraction qui serait vraiment le résultat d'une épure, une épure en particulier des sens autour d'une hégémonie de l'œil comme saisie justement d'un monde autonome, le tableau, sa réalité physique et autres, un plan, si possible, le plus bidimensionnel qui soit, avec justement une sorte de mur comme ça, frontal, qui serait réservé à l'œil. What you see is what you see, de Frank Stella. Et bien cette question d'une opticalité obsessionnelle en fait de l'abstraction, je pense qu'elle doit être reposée. Elle doit être reposée justement pour montrer combien aux origines de l'abstraction, c'est plutôt l'impureté qui va en quelque sorte être au cœur des réflexions, et en particulier l'une d'entre elles qui serait celle justement de voir dans l'abstraction la modalité d'un langage qui serait un langage qui traverserait non seulement les médias bien sûr, mais qui traverserait aussi bien sûr par les médias les sens qui sont convoqués. Le sens tactile bien sûr, le sens pourquoi pas olfactif, j'y reviendrai par exemple avec le spectacle du Cantique des Cantiques où il y a la diffusion de parfums, mais bien sûr l'articulation entre le sens visuel et le sens de l'écoute. Et en particulier, donc, ça sera l'objet de ma séance d'aujourd'hui, j'aimerais notamment revenir sur une des sources extrêmement importantes dans les débuts de l'abstraction, qui est son articulation sur justement l'hybridation entre le sens de l'écoute et le sens de la vision. Alors, avant cela, je voudrais juste faire une sorte de petit bref
récapitulatif des manières dont on a justement, jusqu'à présent, me semble-t-il, interprété la question de l'art abstrait. Et une fois de plus, vous allez le voir, massivement quand même, voire très largement, exclusivement, parce que je connais assez peu de contre-exemples, regarder l'abstraction qu'à travers le prisme de la toile abstraite, c'est-à-dire de la peinture. Donc j'ai ramené ici ce qui me semble être un des premiers tableaux effectivement de l'origine de ce récit, donc Amorpha, fugue en deux couleurs de Kupka. Et puis je voudrais juste faire quelques rappels de l'historiographie de l'art abstrait. Alors, en gros, si vous voulez, dans le XXe siècle, il y a eu une première interprétation, j'ai envie de dire très massive, de la question de l'abstraction en peinture, ce qu'on a appelé la lecture moderniste ou formaliste. Je vous en rappelle très brièvement le récit, qui est une fois de plus donc vraiment incarné par le critique donc Clement Greenberg, le critique américain, qui écrit à la fin des années 30, mais qui va déployer tout son discours dans les années 50 au contact de l'évolution du travail de Jackson Pollock, de tout ce qu'on a appelé l'expressionnisme abstrait. La lecture consiste à dire l'art moderne, on appelle ça le modernisme, parce que l'art moderne serait lié en fait à une période que Clement Greenberg dirait originée autour de 1860, avec quelqu'un comme Manet, qui trouverait ensuite sa réflexion dans les œuvres de l'impressionnisme, du post-impressionniste de Cézanne, passant par le cubisme et aboutissant à l'abstraction. Alors cette lecture, je vous rappelle, c'est laquelle ? C'est la lecture anti-illusionniste, donc se dire la peinture a été obsédée, toujours rivée sur la question de justement représenter la question du réel par les artifices que sont la perspective, la mise en espace et autres, et donc de jouer sur, en quelque sorte, le trompe-l'œil. Donc, en gros, si vous voulez, la question qui est posée là, c'est de se dire, le problème de l'art, c'est qu'il est rivé sur le mensonge. Et qu'il faut dénoyauter, en quelque sorte, peut-être déconstruire ce mensonge pour affirmer la vérité de la peinture, la vérité aussi de l'art, la vérité de l'art passant par la vérité de la peinture. Et cette vérité nue de la peinture, c'est quoi ? C'est une surface plane recouverte de couleurs et non plus donc une fenêtre ouverte sur le monde. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de se dire que les peintres vont être obsédés à déconstruire cet espace, Manet dans Le Déjeuner sur l'herbe, qui commence à contrevenir à la perspective linéaire, plus c'est loin, plus c'est petit, et donc à agrandir peut-être le personnage du dernier plan pour le rapprocher du premier plan et créer donc une sorte de platitude, de décor qu'on retrouve dans beaucoup de ses œuvres et qui, à terme, informera bien sûr tout le plan comme cela, très homogène, d'une peinture de Monet, Impression Soleil Levant en 72, et puis à terme Cézanne et son obsession pour les plans, qui, dans justement l'histoire de l'abstraction, trouve par exemple un exemple tout à fait caractéristique dans l'évolution, par exemple, du travail de Mondrian. Donc Mondrian serait un exemple absolument parfait, j'ai envie de dire, de cette évolution où l'on partirait d'une peinture naturaliste, figurative, c'est un arbre qui est mort déjà, il n'est pas si naturel que ça, il n'y a pas beaucoup de vert, Mondrian n'aimait pas le vert, parce que le vert c'est la nature c'est le chaos, et qui progressivement, on va le voir, passe par une phase un peu fauve, donc des couleurs comme cela rouge sur un fond bleu, mais on voit bien là ici quand même encore un arbre qui est proprement naturaliste, traité, on le voit bien, à la manière, j'ai envie de dire, d'un réalisme qui aura nourri pas mal justement le naturalisme hollandais. Et puis, très rapidement, là en l'espace de 4 ou 5 ans, enfin on le voit ici, vous avez l'arbre rouge qui date de 8 à peu près, on est dans une période fauve, et 12, 4 ans plus tard, ici on le voit très bien, il n'a plus retenu de la structure de l'arbre qu'une sorte de balai comme cela de quelques figures graphiques qui vont progressivement de plus en plus s'enrégimenter dans une grille que l'on connaît pour être l'aboutissement du processus. Ici, là, évidemment, à terme, le néoplasticisme de Pliet-Mondrian, un système HV, horizontal-vertical, système d'opposition entre des couleurs et des non-couleurs, les couleurs primaires, rouge, jaune
et bleu, et puis les non-couleurs, le noir et le blanc, le tout s'orchestrant dans une sorte d'équilibre déséquilibré. Je ne peux pas revenir sur l'interprétation d'un tableau comme celui-ci, mais on le voit bien, en fait, on était parti d'un tableau naturaliste pour aller vers l'abstraction par une sorte d'épure. Là, on a une sorte d'essentialisme de la forme. On ne retient plus qu'une sorte de structure pour, là on le voit bien, revendiquer la planéité du tableau. On est bien là ici vraiment dans la définition que Maurice Denis donnait dès 1895, se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Surface plane, couleurs en un certain ordre assemblé, et ici l'ordre est d'ailleurs extrêmement puissant avec des systèmes de pondération, de rééquilibrage qui est assez sophistiqué. Donc Mondrian, qui est ici en fait l'apôtre en quelque sorte, l'exemple absolu de cette épure progressive, anti-illusionniste de la peinture, la lecture formaliste. Est-ce que cette lecture est une lecture, j'ai envie de dire, univoque, qui, on le voit bien, passe par des étapes, et en particulier l'étape classique de toute histoire de l'art telle qu'on l'ouvre dans les manuels, c'est-à-dire le passage historique, 1905-1907, le fauvisme, subitement 1907, Cézanne, rétrospective posthume arrive, la couleur est au placard et on fait revenir la question de la ligne, de la construction, c'est le cubisme, et du cubisme on irait vers l'abstraction. Alors ce récit, j'ai envie de dire, il est formidable, mais il pose quand même quelques petits problèmes, je ne peux pas y revenir, mais il se trouve que ceux qui sont, par exemple, à l'origine du cubisme, je pense à Braque et à Picasso, eh bien, sont des gens qui, précisément, au moment où leur cubisme allait de plus en plus vers l'abstraction, ce qu'on appellera la phase hermétique du cubisme, de Braque et de Picasso, autour de la fin 1911, qu'est-ce qu'ils font ? En avril 1912, Picasso intègre un collage, donc la fameuse nature morte à la chaise cannée, où il réintroduit en force le réel comme une sorte d'antidote à ce qui pour lui est une sorte de faute naturelle, cette fois de la peinture, celle de quitter le champ du réel. Et Braque et Picasso, on le voit ensuite, ne développeront pas l'option abstraite, mais au contraire reviendront avec toute une forme d'hybridation que l'on connaît chez Picasso, qui ira jusqu'à même reciter Ingres dans les années 17 ou 16, justement à ne pas assumer ce saut-là. Donc là, vous le voyez bien, déjà des petits heurts dans une lecture qui paraîtrait un peu trop déjà programmée. Le cubisme a certes aidé certains, c'est le cas de Mondrian, à passer vers l'abstraction, mais j'ai envie de dire que d'autres, en tout cas, c'est clair, qui seront cubistes n'iront pas vers l'abstraction, et j'ai envie de dire aussi d'autres artistes qui ne sont pas passés par le cubisme. C'est le cas de Kupka, par exemple, c'est le cas aussi de Kandinsky. On fait l'économie du cubisme pour aller par d'autres voies vers l'abstraction. Alors, ces autres voies, elles ont été justement proposées par certains historiens de l'art. Je voudrais juste vous proposer quelques pistes pour revenir sur une piste importante d'aujourd'hui qui me semble justement, vous allez le comprendre, être une dominante de ce que j'appelle justement cette origine audiovisuelle de l'abstraction. Autre interprétation qui est un peu plus tardive, puisque là on parlait de discours qui sont mis en place très très vite dans les années 30 et ensuite dans les années 50, 60, 70, l'interprétation plutôt décorative ou ornementale de l'abstraction. L'abstraction, le vocabulaire de l'abstraction, de la peinture abstraite, aurait quelque chose à voir avec l'intérêt que des artistes, au passage du siècle, auront pu avoir pour l'évolution du vocabulaire des arts décoratifs et ornementaux donc à cette époque. Donc j'ai ramené ici quelques exemples en fait du vocabulaire donc décoratif de l'époque, en particulier bien sûr l'Art Nouveau. L'Art Nouveau qui, on le voit bien, en fait, s'enracine, là c'est le cas de le dire, dans une lecture très stylisée d'éléments végétaux et organiques, biomorphiques, donc qui s'inscrit dans un rapport assez étroit, somme toute, avec la nature, mais dont on le voit, c'est une nature, j'ai envie de dire, comme les arbres de Mondrian, est une nature assez géométrique, voire même un peu pythagoricienne, comme cela, c'est des graphiques comme cela, qui sont de plus en plus abstraits, qui proposent un filtre sur le réel et sur la nature très mathématique,
et qui se développera donc dans ce qu'on appellera le Jugendstil ou la sécession viennoise et autres. On voit bien là en fait un vocabulaire où la forme géométrique semble véritablement en fait s'inscrire dans justement le vocabulaire ornemental de l'époque. Donc j'ai quelques exemples ici, comme ici Henri Van Velde, qui est un architecte de la mouvance Art Nouveau belge, où l'on voit très très bien la persistance du motif végétal omniprésente à ce moment-là, l'idée de la croissance, de l'excroissance des éléments végétaux et autres, mais qui, somme toute, va de plus en plus vers quelque chose de stylisé et d'abstrait, au point, à terme, de faire disparaître les quelques éléments pittoresques qui pourraient nous renvoyer aux référents naturels, la plante, ou le poisson, l'espèce animale ou végétale ou minérale, pour aller vers un simple jeu d'arabesque, comme on pourrait les retrouver dans un tableau comme celui-ci, Amorpha fugant de couleurs. Alors, pour vous donner, si vous voulez, j'ai envie de dire des éléments un tout petit peu plus factuels qui montrent bien, là, effectivement, l'ascendant décoratif et ornemental des débuts de l'abstraction. Voici, par exemple, un contre-relief, un relief d'Hoffmann. Donc là, on est dans la sécession viennoise. Voici le contexte, vous le voyez bien, donc une exposition avec une sculpture sur socle, et puis on le voit bien sur le dessus de porte, un relief rythmique comme cela, dont on le voit très très bien, le vocabulaire est purement géométrique. Pourquoi je convoque ce relief ? C'est parce que nous sommes à Vienne, et il se trouve que Kupka, dont je vous ai présenté donc l'œuvre Amorpha fugant de couleurs, en la présentant d'ailleurs comme peut-être la première œuvre abstraite assumée comme telle, présentée au public, et pas un petit public confiné dans une galerie, mais au large public donc du Salon d'automne. František Kupka, d'origine donc tchèque, est, avant de s'être installé à Paris, a fait un séjour assez important manifestement pour lui à Vienne. Donc, j'ai envie de dire qu'il a vu bien sûr tout cela. Il a vu ça, et donc une œuvre directement contemporaine d'Amorpha fugant de couleurs, une œuvre donc historique dans les débuts de l'abstraction, puisqu'elle est une œuvre, en plus on le voit bien, très géométrique, qui annonce tout un courant effectivement de l'abstraction qu'on appelle l'abstraction plus construite ou l'abstraction géométrique. Donc horizontale, bleue et rouge, on le voit bien en fait, reprend à s'y méprendre le vocabulaire donc de Hoffmann et de cette sécession viennoise avec son vocabulaire, on le voit bien, très rectiligne. Il y a d'ailleurs deux types de séries chez chez Kupka à cette époque, ce qu'il appelle justement les séries plutôt des horizontales et verticales, des rectilignes, qui seraient plutôt, on le voit, assez clairement héritières de son langage, du langage donc d'Hoffmann, et puis les autres avec Amorpha fugant de couleurs, qui reprennent plutôt les arabesques en quelque sorte de l'art nouveau. Autre possibilité de relire justement l'abstraction autrement que comme une sorte d'apparition comme cela brute d'une forme non figurative à l'orée des années 1910-12. Je vous rappelle que par exemple quelqu'un comme Kandinsky a lui-même largement contribué à nourrir cette idée que c'est tombé du ciel dans son récit autobiographique Regard sur le passé, qui date de 1913, qui est donc directement contemporain des débuts d'abstraction. Kandinsky raconte en fait pour lui 3 événements. Vous verrez que ces trois événements ne sont pas anodins. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement. Un concert de Wagner qui lui a donné déjà l'idée peut-être d'une liaison entre justement l'ordre du visuel et l'ordre de l'écoute. Une exposition de Monet dans laquelle en fait il raconte qu'il était très surpris parce que dans un premier temps il ne reconnaissait pas la série des Meules et que le fait de ne pas reconnaître le sujet heurtait à la fois sa sensibilité, mais intriguait aussi sa curiosité. Et puis la dernière étape qui le présente comme une vraie étape décisive, qui est une sorte d'anecdote un peu mythologique, il raconte comment, revenant chez lui, dans son atelier, il est intrigué par une œuvre qu'il ne reconnaît pas. Donc il découvre simplement que l'œuvre a été mise sans dessus-dessous, elle est donc inversée. Il la remet dans son sens, le sens dans lequel il l'a peint, et subitement s'aperçoit que cette œuvre a moins de puissance. D'où, on le voit très très bien,
immédiatement la réflexion qui est donnée. Quand on identifie le motif, quand on le relie donc à quelque chose qui pourrait peut-être avoir quelque chose avec un référent naturel, eh bien le tableau immédiatement en fait épuise la curiosité du regard. Pour nourrir le désir qui est celui de la contemplation, il faut au contraire complexifier la composition, peut-être voiler la lisibilité du sujet. La lisibilité du sujet nuit à l'efficacité de la peinture. C'est ça, en fait, le discours qui est caché derrière ce retour dans l'atelier. Donc, quand on le lit, notre ami Kandinsky, c'est clair qu'on a l'impression, effectivement, de se dire, bon, il y a eu cette révélation, là, il s'est dit, tiens, je vais maintenant inverser tous mes tableaux, et boum, l'abstraction est née ex nihilo. Alors, on voit bien déjà avec le cas de l'art décoratif, que les choses sont quand même à nouveau un tout petit peu préparées et que les artistes, une fois de plus, ont regardé dans un environnement qui était le leur, l'environnement justement de l'art décoratif de l'époque, déjà des sources qui vont peut-être les amener vers justement une peinture de plus en plus inobjective. Il y a d'autres filières, donc l'une d'entre elles que j'ai notamment questionnée dans les origines de l'abstraction en 2003 au musée d'Orsay, qui serait une origine qu'on pourrait qualifier d'impressionniste de l'abstraction. Et là, il faudrait évidemment regarder du côté de Turner. Voici un tableau qui ouvrait l'exposition qui s'appelle Regulus de Turner. Là, nous sommes au début du 19e siècle et pas du 20e. Donc là, on est bien, on le voit, j'ai envie de dire, un siècle avant l'apparition de l'abstraction. Ce tableau raconte l'histoire d'un centurion romain à qui on aurait arraché les paupières et qui, aveuglé en quelque sorte, se retrouverait face à cette sorte d'incandescence du soleil. Donc là, on voit bien un tableau qui est un peu hybride, c'est un hommage aux Lorrains, donc une sorte d'architecture un peu imaginaire. Là, on est dans un univers, on le voit bien, très classique, mais qui, très très vite, jusque dans cette mythologie justement de l'arrachement en quelque sorte de la paupière et donc de la culture de l'éblouissement. Être ébloui, c'est justement être aveuglé par la lumière au point de ne plus discriminer les formes et autres, donc être dans une sorte d'expérience physique de l'abstraction. C'est quelque chose qui va très très vite aller dans le cheminement donc de Turner, puisque l'on voit très très vite comment, à terme, c'est-à-dire dès les années 1830, 35, 40, on va très vite, les paysages qu'il nous propose sont plus habités du tout, ni par des constructions imaginaires, ni par des récits mythologiques. Le tableau noble qui est un récit d'histoire, là non, c'est un paysage, et un paysage avec le moins d'éléments pittoresques possibles qui nous rattachent soit à un horizon, soit à des arbres et autres qui pourraient nous donner une topographie. Non plus du tout, c'est une sorte de bain de lumière qui évidemment annonce à la fois l'impressionnisme, c'est une chose, mais aussi, on le voit bien, une possibilité de comprendre l'abstraction à terme. Donc le pas intermédiaire entre Turner et l'abstraction, j'ai envie de dire, de la lumière et des couleurs, c'est l'impressionnisme, ici avec Impression Soleil Levant, 1872. Je passe très très vite, et l'on va tout de suite vers ce qui me semble être effectivement un moment important de ces débuts de l'abstraction. C'est toute cette collusion de peintres qui viennent du cubisme, du futurisme, de l'expressionnisme allemand, et qui, dans les années 11, 12, 13, vont tous en fait se mobiliser pour proposer une sorte de cartographie de couleurs, si possible, en ayant oublié tout élément justement pittoresque, descriptif. Voici par exemple une œuvre que je connais un petit peu, celle de Robert Delaunay, qui est caractéristique de ce que j'appellerais donc une source impressionniste de l'abstraction. C'est quelqu'un qui a réfléchi, comme les impressionnistes, sur l'optique, sur la question des contrastes simultanés. C'est les leçons de Chevreul qui nous dit par exemple que quand on voit une couleur, on a envie déjà de sa complémentaire. Je vois du jaune, j'ai déjà envie de violet. Et en fait, toute cette toile qui s'appelle Fenêtre, dont on voit encore ici quelques éléments qui pourraient nous rappeler des éléments, j'ai envie de dire, naturalistes, au centre, là, juste dans l'axe médian vertical, le profil de la Tour Eiffel. Donc c'est une sorte de vue, peut-être du Champ de Mars, avec quelque chose qui ressemblerait peut-être à des rideaux. On est derrière cette fenêtre, et la fenêtre de vitre crée des irisations de couleurs
quand la lumière passe, et donc illumine, embrase par une sorte de patchwork de couleurs, on le voit bien, cette toile. Donc une toile comme celle-ci, c'est quoi? J'ai envie de dire, c'est de l'impressionnisme, c'est surtout d'ailleurs du divisionnisme, la seconde génération, ce qu'on appelait, celle portée par Signac par exemple, avec la division de la touche, qui dans un premier temps, je vous rappelle, était plutôt un petit point, le petit point de Seurat et de Signac, le pointillisme, mais qui progressivement va devenir, au passage du siècle, justement dans les années 1895-1900, de plus en plus pavimenteuse, et ça donnera à terme donc le Matisse, pré-fauve et autres, des sortes de toiles couvertes comme cela de mosaïques de couleurs. Ici, on voit bien la mosaïque s'est plus qu'agrandie, ça devient une sorte de grand pan de couleurs, et à terme, dans l'évolution du travail de Delaunay, voici la version de Hambourg, avec un cadre peint qui était une technique qu'avait déjà utilisé Signac pour mobiliser, l'énergie lumineuse du centre du tableau. À terme, on a ce tableau-là. Alors, un tableau comme celui-ci est intéressant, c'est une fenêtre qui est conservée aujourd'hui au MoMA. Elle est de 1912, et j'ai envie de dire qu'elle raconte même l'histoire du passage optique, par l'optique des couleurs, c'est-à-dire ce que j'appelle l'héritage impressionniste de l'abstraction, de l'artiste. C'est une toile qui est presque bicéphale. Dans la partie de droite, dans l'axe médian vertical, on retrouve encore le profil un petit peu stylisé de la Tour Eiffel. Et puis ici, juste quelques arbres avec un point de vue perspective. C'est une sorte de de boulevard avec ici une façade. Et puis en haut, la grande roue. Donc en fait, sur la partie de droite, quelques éléments un peu stylisés comme cela, abrégés, qui nous renvoient à une ville qui serait Paris en fait, en l'occurrence, avec son index panoramique qui est la Tour Eiffel. Et puis de l'autre côté, un pur patchwork de couleurs. J'ai envie de dire que cette toile de 1912 est peut-être la toile qui raconte et qui même fait prendre conscience à l'artiste de son passage vers autre chose, qui ne serait plus donc une sorte de fauvisme ou de post-impressionnisme, mais déjà donc une pure expression plastique de l'abstraction. Ce qui est intéressant au passage, c'est que tout cela est orchestré autour de quelque chose qui est assez précis, autour des modalités de la vision. Par exemple, là, vous avez une grande roue qui va orchestrer de l'autre côté, en fait, un petit disque chromatique. On voit bien, là, il y a une sorte de petite forme en hélice qui indique déjà la présence peut-être de quelque chose qui tourne, qui est en rotation. Des couleurs qui sont disposées comme un cercle qui tourne pour produire à terme une sorte de blanc optique. C'est ce que l'on voit à terme tout de suite après. Là, nous étions en 1912, là, nous sommes en 1913 avec forme circulaire Soleil-Lune, du Soleil sur la partie de droite, de la Lune, et tout cela, là, cette fois, devient effectivement très abstrait. Voici à terme ce que cela donne en août 1913. Le premier disque de 1913 de Robert Delaunay est une œuvre en tondo, c'est une œuvre sur un châssis circulaire qui est une pure cible optique, dont on voit bien que là encore, j'ai envie de dire dans des toiles comme celle-ci, il y a quelque chose qui reste encore assez impressionniste. Ça tourne autour de la question de la lumière, de la vibration et autres. C'est la lumière du jour, la lumière de la nuit, qui sont deux lumières avec des intensités et des vibrations, des vitesses vibratoires différentes. Donc on reste encore peut-être dans le champ de la représentation, mais très très vite, vous le voyez bien à terme, passant par cela. Alors je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, mais l'image ici est légèrement distordue. Il s'agit d'un tondo, d'une toile donc circulaire. On retrouve exactement le même motif qu'ici, mais donc dans une forme circulaire, parce qu'il est obsédé par la question justement du disque optique et de la manière dont l'œil va circuler autour. À terme, on obtient cette œuvre-là. Et cette œuvre-là, là, vous le voyez bien, elle est radicalement abstraite. Le grand discours de Clément Greenberg, une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé, cette idée de la planéité est entièrement ici orchestrée. Mais on le voit bien, en fait, ce qui a permis cette œuvre-là, c'est d'abord tout le travail préparatoire d'une sorte de gestion de l'optique par justement l'impressionnisme, qui débouche sur d'autres formes. Alors, je voudrais revenir maintenant sur une autre œuvre. Elle est légèrement déformée. Je pense qu'il y a un tout petit problème de trapèze peut-être ici avec l'écran, je ne sais pas.
parce que j'ai quelques œuvres qui sont déformées. C'est le cas ici de Hilma af Klint. Voici une œuvre de 1913-14, c'est-à-dire à peu près contemporaine de ce disque. Et cette œuvre m'intéresse parce que vous le voyez bien, ça nous permet d'être dans un registre formel qui est à peu près identique, on le voit bien, hein, ce sont des anneaux de différentes couleurs qui sont assemblés. Celui de Robert Delaunay est plus dense, il y a plus de choses en quelque sorte, une gamme de couleurs plus étendue, mais après tout, c'est à peu près la même chose. Sauf que dans les intentions, ce n'est pas du tout les mêmes univers. Hilma af Klint est une artiste suédoise et qui va chercher ses formes pas du tout dans l'observation de l'œil, dans un héritage, j'ai envie de dire, assez phénoménologique, hein, français, qui est rivé sur le réel et qui fait que l'abstraction est tout sauf un arrachement au réel, mais plutôt une plongée dans une sorte de griserie comme cela, de vertige des couleurs du réel. Chez Hilma af Klint, ces formes-là viennent d'autres lieux, et en particulier chez Hilma af Klint, par exemple, elle a toujours revendiqué que ces toiles-là ont été réalisées par d'autres. C'est elle qui a réalisé concrètement la peinture, mais sous la dictée d'esprit, dit-elle. C'est une peinture donc médiumnique. Ce n'est pas elle qui les a réalisées, c'est elle habitée par d'autres esprits qui venaient, bien sûr, si possible, de l'au-delà. Alors là, j'évoque et je convoque une autre source extrêmement importante de l'abstraction qui pourra nous intéresser, je pense, par la suite, qui est une interprétation qu'on avait vaguement en tête, mais que la lecture formaliste avait voulu assez singulièrement oublier, jusque dans les intentions des artistes. On s'intéressait, vous le voyez bien, aux formes telles qu'elles nous sont proposées, pas forcément aux intentions des artistes par rapport à ces formes-là. Il se trouve que dans les années 60, alors que dominait justement plutôt le discours de Clément Greenberg et ce qui allait avec, c'est-à-dire une peinture qui ne parlait que de peinture, hein, et qui, par exemple, en France, se traduira par des mouvements radicaux comme BMPT, Buren, Mosset, Parmentier-Toroni, hein, ou support surface, par exemple, hein, qui s'intéresse à la question de la matérialité du support, la question d'une réduction du degré zéro de la peinture et autres. On voit bien qu'on est là vraiment dans une réflexion sur le support, une réflexion d'ordre matériel, et on peut le dire, d'ordre matérialiste. Cette lecture, portée par justement le formalisme, hein, l'interprétation formaliste, oubliait manifestement pas mal d'intentions d'artistes pionniers de l'abstraction qui, loin d'être obsédés par la question du support matériel, sont plutôt au contraire rivés sur la question de quitter le champ même matériel de la toile, pour d'ailleurs penser que l'abstraction pourrait être qu'une sorte d'étape intermédiaire avant de quelque chose de plus immatériel encore, qui pourrait être par exemple la télépathie, on en reparlera de la télépathie, et qui sont obsédés plutôt par l'idée que l'abstraction, c'est quoi, sinon qu'une autre manière de regarder le réel, et si possible un réel qui serait articulé sur d'autres horizons, en particulier l'horizon de l'au-delà. Une dimension plus spirituelle, plus spiritualiste, qui va être interrogée assez tôt, en fait, dans les années fin des années 60, hein, à nouveau au moment où vraiment s'impose de manière très forte, aussi bien dans l'art américain que dans l'art européen, et en particulier dans ce que on connaît, nous, dans notre petite histoire de l'avant-garde en France, donc support surface et autres, hein, au moment où vraiment se met en place l'hégémonie de cette abstraction matérielle, des auteurs qui viennent en quelque sorte introduire un peu de poil à gratter dans cette sorte de lecture un peu homogène, en disant attention, peut-être que les artistes de cette époque-là, dans un champ historique et intellectuel qui est peut-être un tout petit peu différent de celui d'aujourd'hui, ont regardé l'abstraction plutôt comme peut-être quelque chose qui mettrait en communication avec un autre champ, et en particulier un champ beaucoup plus spiritualisé de l'interprétation des phénomènes. Donc cette lecture, c'est des gens comme Robert Welch qui vont proposer une nouvelle lecture de Mondrian, en montrant que Mondrian, par exemple, est quelqu'un qui est obsédé par la question de la théosophie
qui est un mouvement syncrétique de la fin du 19e, qui est venu des États-Unis et qui s'intéresse beaucoup à l'idée d'une sorte de religion universelle qui relierait l'héritage judéo-chrétien avec les traditions orientales du bouddhisme, de l'hindouisme, la question de la contemplation et autres. Et puis, on va rajouter, si vous voulez, un peu d'évolutionnisme dans tout ça. En gros, la théosophie, ce serait Jesus plus Bouddha plus Darwin, parce qu'on est fasciné par l'évolution et que l'on voudrait croire en quelque sorte que l'espèce, c'est pas simplement, et que l'évolution, c'est pas simplement comme chez Darwin, regarder l'origine, c'est-à-dire le singe, l'animal, mais c'est plutôt se projeter dans le futur de l'espèce, et ce futur aurait pour particularité précisément de nous dégager du singe, pour nous approcher de quoi ? De l'ange. Les théosophes sont obsédés par la question, et en particulier s'appuyant sur les contemplations justement orientales, la grande vogue, bien sûr, de l'hindouisme et des traditions ésotériques venant de l'Est, s'intéresse donc à l'idée que l'avenir, le devenir de l'espèce est un devenir immatériel, un devenir spirituel. Par les techniques de contemplation en particulier, on va pouvoir accéder à de nouveaux régimes. Alors, par exemple, pour vous faire très très vite, l'une des doxas de la théosophie, c'est de considérer qu'il y a plusieurs états de la matière et du corps. Il y aura un état physique, l'état, ce qu'on appelle le corps, un état physique, donc la matière, les enveloppes charnelles et autres. Et puis il y aurait un état qui serait l'état mental. L'état mental, c'est plutôt en quelque sorte la réalité plutôt de l'âme, qui en quelque sorte survivrait en particulier au corps. Et entre les deux, une sorte d'intermédiaire, on va appeler ça le corps astral, qui est une sorte d'aura en quelque sorte, qui est à la fois physique sans l'être, une sorte d'état un peu intermédiaire entre la physique et l'immatériel, et qui permet justement de nous mettre en communication avec ce monde mental, ce monde des purs esprits. Donc quand on regarde par exemple une œuvre comme celle-ci, qui s'appelle Le Rêve de Kupka, donc c'est une œuvre fauve encore, elle n'est pas complètement abstraite, elle est 1909, j'ai envie de dire que c'est une œuvre qui raconte à la fois le devenir de la peinture, le devenir abstrait. Il y a encore des corps, c'est Kupka et sa femme qui dorment ici, qui rêvent et qui se projettent dans une union mystique des corps, bien sûr, mais toute la partie supérieure, vous le voyez bien, ce sont des plans de couleurs qui sont déjà purement abstraits. Donc ce tableau, j'ai envie de dire, ce n'est pas simplement la représentation du rêve, c'est la représentation du rêve, du devenir de la peinture, qui serait un devenir, on le voit bien, abstrait, des purs pans de couleurs dans lesquels des sortes de corps en transparence viendraient en quelque sorte se faufiler, le corps astral qui est là en fait, et qui va permettre de passer du stade physique vers le plan mental, qui est une sorte de pure abstraction chromatique, comme cela, des plans de couleurs, le corps astral étant, donc on le voit bien ici, la zone intermédiaire pour passer de l'un à l'autre. Mais on voit bien que ce tableau-là, c'est une anticipation par le rêve de l'abstraction, le devenir abstrait de l'abstraction, mais on voit bien un devenir abstrait de l'abstraction qui est pensé par rapport au devenir de l'espèce. Ce n'est pas simplement un corps ici physique qui par le rêve devient plus immatériel, non, c'est l'anticipation que par des techniques de contemplation, le rêve va devenir réalité, c'est-à-dire qu'on va maîtriser notre corps astral, on va se balader, on va pouvoir aller passer, par exemple, on est beaucoup fasciné à cette époque-là par le voyage astral, c'est-à-dire voyager non pas physiquement, mais voyager par l'esprit. On peut aller visiter des contrées qu'on n'aurait pas visitées. On est beaucoup fasciné par ces questions. À l'époque des transports, le transport radical serait un transport par l'esprit, par le corps astral. Ce tableau, on le voit, raconte en fait cette histoire. Et j'ai envie de dire que quand on regarde un peu plus près l'iconographie de l'époque, la manière dont les artistes même s'assument, se présentent, donnent une image publique de leur propre, j'ai envie de dire, réalité, eh bien, ça nous donne quelques indices, qui fait que le Kupka d'Amorpha fugant de couleurs n'est pas simplement un peintre qui est obsédé par la planéité, la question de la revendication du plan des couleurs simples sur une surface plane, un peu pauvre, une épure comme ça. Non. Il s'habille à la manière, on le voit bien, d'une sorte de moine bouddhiste avec un turban qui est déjà celui, évidemment, de l'apparition. Voici une autre image
qui est tout à fait intéressante et qu'il faudrait d'ailleurs commenter. Je ne pourrais pas le faire ici, mais on aurait beaucoup de choses à dire, mais ça je le ferai dans un autre projet dont je vous parlerai peut-être, qui est une expo que je prépare pour le Centre Pompidou-Metz et qui va être entièrement consacrée à la question de la fascination des avant-gardes pour la puissance psychique et l'idée que l'œuvre n'est qu'une réalisation physique d'une réalité mentale. Une photo comme celle-ci est intéressante parce qu'on voit Kupka. Alors Kupka, vous le voyez bien, qui est affublé quand même d'un habit qui n'est pas anodin. C'est une sorte de chasuble, c'est un grand prêtre, il est à la fois théosophe, moine bouddhiste et autres, dans un état de concentration, on le voit bien. Quelqu'un devant lui qui manifestement est en train de porter une sorte de planche vierge, un papier vierge comme cela. Et somme toute, ce à quoi l'on assiste, c'est quoi ? Une sorte de mystification, en fait. On a l'impression qu'il veut faire croire qu'en se concentrant par la simple puissance de sa pensée, il va projeter directement l'image sur la toile, sans passer, bien sûr, par la main, qui n'est autre que, évidemment, le corps. Donc, la dématérialisation du corps à laquelle on assiste ici dans le rêve, qui annonce, une fois de plus, je prends dans l'esprit de quelqu'un comme Kupka, qui est un personnage très complexe. Donc il va dans tous les sens, il est à la fois très intrigué par la question de l'anarchisme, il est très anticlérical par ailleurs, il y a toute une part de son travail, en particulier un travail sur la caricature qui est extrêmement anticlérical, anticalotin, mais par ailleurs, on le voit bien, quelqu'un qui est fasciné par d'autres expérimentations plus exotiques et autres, et qui donc a été manifestement marqué par la question de la théosophie. C'est quelqu'un dont l'œuvre abstraite ne pourrait se comprendre sans tout son ascendant symboliste. Alors, pourquoi j'évoque cela ? C'est parce que Kupka, si vous voulez, n'est pas du tout une sorte d'ovni dans cette histoire. Je parlais de Robert Welch comme un des pionniers à essayer d'interpréter cette figure, ce prisme spiritualiste de l'abstraction. Robert Welch donc a regardé d'un peu plus près l'œuvre de Mondrian. Voici ici un fameux triptyque de Mondrian qui s'appelle Évolution, et j'ai envie de dire que là, qui montre très très clairement l'ascendant, une fois de plus, théosophique de Mondrian. Mondrian réalise un tableau comme celui-ci où l'on voit déjà l'épure géométrique des corps, mais aussi la réduction à des couleurs primaires, le jaune, le rouge, le bleu, qui sont déjà des premières formes, bien évidemment, qui vont le mener vers le néoplasticisme et cette radicalité abstraite de la peinture. Là, ici, il y a encore des corps, mais la particularité de ces corps, on le voit bien, c'est que c'est des corps qui viennent littéralement se confondre avec le milieu ambiant, qui sont des corps complètement éthérés, des corps atmosphériques libérés de la gangue du corps précisément. Par quoi ? Parce qu'on voit être la contemplation, les deux modèles plus ou moins androgyne. Vous le voyez bien ici, l'idée de la sexualité. La sexualité, c'est la reproduction de l'espèce. La reproduction de l'espèce, c'est la nature, c'est le chaos. Il faut sortir de cela pour aller vers autre chose. Ici, une sorte de troisième sexe, ou de sexe intermédiaire, de sexe qui aurait supprimé le sexe comme déterminisme un peu trop biologique, et donc offrir la possibilité d'un corps purement angélique, qui est déjà le corps mental, justement, des théosophes. Donc un tableau comme celui-ci, Évolution, vous le voyez bien, est un tableau qui est absolument déterminant pour comprendre le pas vers l'abstraction de Mondrian. Alors, si j'évoque cela, c'est parce que vous le voyez bien, il y a plein de manières aussi de lire et de relire aussi le travail des artistes. Quand, par exemple, un historien de l'art extrêmement important américain, Yves Alain Bois, quand Yves Alain Bois, par exemple, fait la grande rétrospective Mondrian, à Amsterdam, il décide, chose très intrigante, de ne pas présenter ce tableau. Et il décide de ne pas présenter, pourquoi ? Parce que ça ne l'arrange pas, j'ai envie de dire. Yves Alain Bois, on le sait, est quelqu'un qui défend, et de manière extrêmement démonstrative, tout à fait impressionnante d'ailleurs, c'est quelqu'un de formidable, qui, disons-le clairement, s'inscrit dans une lecture formaliste de l'art et qui est obsédé par la question d'un Mondrian qui, en quelque sorte, c'est le plan, la matière et le plan. Il n'a pas envie de voir cette œuvre-là parce que cette œuvre-là ramène, évidemment, Mondrian à un arrière-plan. Un arrière-plan qui est justement cet arrière-plan spiritualiste qui fait que, bien évidemment, pour comprendre ce type de choses, il faut passer par une iconographie comme celle-là.
Il s'agit ici, par exemple, d'une iconographie empruntée à un ouvrage de théosophie, qui est une sorte de best-seller à l'époque, Invisible Invisible Man, d'un certain Charles Leadbeater. Nous sommes là en 1910, et là on voit en fait toutes les auras chromatiques autour d'un corps qui est déjà, vous voyez bien, simplement une enveloppe immatérielle. À cette époque-là, la question du corps astral, qui viendrait presque par la photographie démontrer sa présence, trouve quelque chose, bien évidemment, directement repérable dans les œuvres, par exemple Kandinsky. Vous voyez bien, là, je parlais de Kupka, je parle de Mondrian. Kandinsky est un artiste essentiel à l'histoire de l'abstraction. Eh bien, Kandinsky est lui-même très tributaire de ces questions d'ordre spirituel, théosophique, d'un nouveau regard qui serait porté sur le réel, un regard étendu grâce, justement, à ces techniques contemplatives. Donc voici par exemple la vache à Moscou, qui est une petite esquisse préparatoire. On voit bien le personnage ici, là, est un personnage qui est entouré d'une aura, l'aura justement des théosophes. Voici la version définitive, vous l'avez inversé d'ailleurs le sens de l'image, elle est faite sur verre. Vous avez la même chose avec un autre tableau très important, il est 1912, Femme à Moscou. Et Femme à Moscou, on le voit bien, est une étape qui le porte à terme vers l'abstraction. Ce n'est pas un tableau abstrait, il y a encore un paysage, celui de Moscou, avec une vue plongeante, des éléments quand même un petit peu étranges, un montage assez surnaturel. Le regard déjà de ce personnage qui est un regard un peu somnambulique, avec ce petit guéridon qui renvoie peut-être à une tradition que Victor Hugo a bien connue de faire tourner les tables et de faire parler les tables. Et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est ces formes plus abstraites déjà qui viennent se greffer dans ce paysage. Donc la forme de cette nébuleuse en rouge, et puis surtout, plus intrigante encore, cette forme noire qui vient en quelque sorte obstruer la vision du paysage. Cette forme noire, c'est déjà le corps astral qui se balade. Est-ce que cette dame a visité Moscou physiquement? Ce n'est pas sûr, c'est peut-être son corps mental qui l'a développé. Quand on regarde un tableau comme celui-ci, on voit très très bien qu'une fois de plus, ça réfère à cet ascendant théosophe, et plus particulièrement, ici, une source qui est assez explicite, puisqu'on sait que Kandinsky, par exemple, détenait cet ouvrage. L'ouvrage s'appelle « Les Thought Forms », les pensées formes. Il est publié par Charles Leadbeater et Annie Besant. Annie Besant, c'est la grande prêtresse de la théosophie qui a pris le relais de celle qui a, j'ai envie de dire, été la créatrice et fondatrice de la théosophie. Elle s'appelait Elena Blavatsky, une américaine d'origine russe. Donc Annie Besant et Charles Leadbeater publient un ouvrage qui est censé, en quelque sorte, grâce une fois de plus aux techniques de concentration mentale héritées de l'Est, fournir une sorte d'abécédaire en fait, de l'émotion par des formes chromatiques purement abstraites. Donc là, c'est le frontispice de l'ouvrage, Key to the Meaning of Colors. C'est en fait toute une explication. Donc en haut, on aurait High Spirituality. Le bleu, ça serait plutôt la haute spiritualité. Qu'est-ce que ça donne? Voici les gravures qui sont empruntées d'un ouvrage de 1905, un ouvrage dont je vous rappelle qu'il était détenu dans la bibliothèque de Kandinsky. Il les a vues, ces images. La partie supérieure, c'est quoi? C'est un petit nuage, une petite nimbe qui est censée représenter le désir. Le rouge, bien sûr, le désir. La gravure du dessus, c'est un rouge, vous le voyez bien, qui est légèrement un peu terni, qui est obscurci. C'est un désir, mais un désir un peu malsain. C'est la jalousie. Et tout pourra en fait aller dans ce sens. Alors d'où ça vient cela? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui fait que le rouge, subitement, par la simple, si vous voulez, translucidité ou clairvoyance de gens qui seraient un peu informés des techniques contemplatives de l'Est, qu'est-ce qui fait que subitement la pensée du désir serait incarnée par un petit nimbe rouge? D'où ça vient? Eh bien, de choses qui à ce moment-là, une fois de plus, se mettent en place sur des univers d'ailleurs de déplacement d'imaginaire autour de la technologie. Je voudrais juste en évoquer un, par exemple, qui est très très lié à ces questions, la radiographie. 1895, Noël d'ailleurs, Noël 1895, Röntgen invente donc un nouveau rayon, on n'arrive pas à le nommer d'ailleurs, on l'appelle le rayon X, parce qu'on ne sait pas quelle est la nature physique du rayon X. Il faudra attendre 1912, ce qui n'est pas inintéressant, la date d'inauguration de la peinture abstraite, pour comprendre qu'il s'agit d'un rayonnement électromagnétique qui s'inscrit dans le spectre des couleurs, mais aussi des sons après l'ultraviolet ou l'infrarouge. Et donc, Röntgen, 1895, découvre une sorte de nouveau rayonnement qui permettrait d'entrer dans les corps.
de passer l'opacité. Donc là, on voit bien, la technologie nous donne à voir ce que normalement l'œil physique ne nous donnait pas à voir. Vous voyez bien que là, la théosophie, qui est obsédée par la question d'une extension de la vision vers des modes de visibilité qui seraient justement autrement plus affinés, plus spirituels, s'engouffre dans la brèche, en se disant, si l'on peut voir à l'intérieur du corps, pourquoi pas voir à l'intérieur de la pensée? C'est ce que fait, par exemple, un certain Baraduc, sur lequel je reviendrai dans le projet de l'expo sur Cosa Mental, c'est le titre de l'exposition que je prépare pour Metz, là. Les psychicones. Donc, puisqu'il y a de la radiographie, pourquoi pas une nouvelle photographie qui nous permettrait, par exemple, en mettant une plaque photosensible sur le front dégage de l'énergie, on va capturer cela et ça donnera psychicone, une icône de la psyché, une image mentale. Donc voici une expérience qui est toute directement contemporaine de la radiographie, c'est de 1897 à peu près, où notre Baraduc, par exemple, personnage assez curieux de l'époque, est persuadé qu'il capture sur la plaque photosensible la pensée elle-même, directe. Alors, ces nimbes-là, en fait, c'est cela, c'est en fait différents types de nimbes. Voici toujours dans les pensées-formes, ici la concentration intellectuelle, c'est le jaune. Ici, le bleu, c'est plutôt la concentration spirituelle. Le rouge, le désir. Le jaune, intellectuel. Le bleu, le spirituel. Et bien, à terme, on a cela. 1913, juste un an après, Kandinsky, en fait, nous fait une sorte d'IRM avant la lettre. Cette œuvre peut s'interpréter, on le voit bien, non pas comme une surface plane recouverte de couleurs en un certain nombre assemblées qui ne nous dirait rien d'autre que cet assemblement sympathiquement assemblé et joliment, si vous voulez, assorti. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est une cartographie mentale des états d'âme qu'il a traversés pour le conduire vers, justement, ce tableau-là. Donc on voit bien, en fait, l'abstraction, telle que, ici, Kandinsky nous la propose. C'est une vision étendue. Une vision étendue, on le voit bien, qui puise dans des techniques particulières, héritières justement de jeux, en particulier de cette influence de la théosophie et autres. Et un tableau comme celui-ci, vous le voyez bien, peut être lu à travers ce prisme. Alors il y a une grande exposition en 1985 qui est beaucoup revenue là-dessus. Elle était organisée par Maurice Tuckman, elle s'appelait Spiritual in Art. Je vous conseille vivement ce catalogue. Moi, mes étudiants, je leur dis, si vous partez en Robinson sur une île et que vous n'avez qu'un seul ouvrage à prendre, prenez Spiritual in Art. Vous pouvez l'acheter en version paperback, ça ne coûte pas très très cher, il est encore disponible. C'est le catalogue absolument merveilleux de cette exposition qui a bouleversé en quelque sorte les histoires canoniques de l'abstraction, puisque subitement elle est venue ouvrir cette brèche énorme de cette influence théosophique qui non seulement marque tous les grands pionniers, que ce soit Kupka, Kandinsky, Mondrian, Malevich et autres, pas Delaunay. Delaunay, il n'est pas du tout la théosophe, il n'a pas pris le ruban. Lui, il est vraiment bien dans l'optique et autres. Mais qui est absolument décisif pour comprendre effectivement l'abstraction. Alors, un tableau comme celui-ci, vous le voyez bien, de 1913 toujours, ne peut, une fois de plus, s'interpréter que dans cette lecture. Est-ce que ce sont, une fois de plus, la lecture formaliste et la lecture spiritualiste accompagnée d'un petit peu d'ornement et autres, est-ce que ça suffirait à comprendre les influences de l'abstraction? Je voudrais revenir sur une dernière possible lecture qui a été engagée dans ces dernières années et qui va ouvrir en quelque sorte peut-être le débat de ces séances à venir. C'est l'ascendant, cette fois, musicaliste. Là, je suis obligé de passer sur la télépathie parce que je ne peux pas du tout développer tout ça. On va faire vite. Dernier ascendant, l'ascendant donc musicaliste. De quoi s'agit-il? En fait, l'abstraction en peinture a manifestement été beaucoup travaillée par la question de la visualisation du son. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Dans, j'ai envie de dire, la distinction que l'on opère dans les arts, et en particulier une distinction qui est très très vite construite au cours du XVIIIe, qui a été le grand siècle de l'organisation des catégories, de l'esthétique comme science à part entière. Quelqu'un comme Lessing, par exemple, établit une cartographie des arts dans laquelle il construit une sorte d'opposition entre les arts de l'espace et les arts du temps. Alors je la rappelle très très brièvement, les arts de l'espace c'est quoi? C'est les arts visuels en particulier, bien sûr, c'est la peinture, la sculpture et puis l'architecture.
Les arts de l'espace, pourquoi ? Parce qu'ils s'inscrivent dans un espace, on les voit simultanément, vous voyez bien, on embrasse un bâtiment, on embrasse une sculpture, on embrasse un tableau de manière immédiate. Qui l'oppose à quoi ? Aux arts dits du temps. Les arts du temps, c'est la rhétorique, la poésie donc, et la musique. Donc jusque-là, tout va bien, en quelque sorte, on voit à peu près de quoi il s'agit. Il y a des arts qui se déploient dans le temps, hein, une musique, évidemment, a un début, un milieu, une fin, en quelque sorte. Elle se déploie dans la temporalité, alors que la peinture, vous le voyez bien, se donne immédiatement. Sauf que derrière cette catégorie se cachent des arrière-plans. Lesquels ? En fait, celui d'une hiérarchie, en fait, hein, puisque c'est pas simplement dire il y a des arts de l'espace d'un côté, des arts du temps de l'autre. Il y a une hiérarchie pyramidale. Au bas de la pyramide, c'est l'architecture. L'architecture, c'est concret, c'est quelque chose que l'on peut appréhender, c'est physique, c'est réel. La sculpture, on peut la toucher aussi, d'ailleurs, ça reste encore assez concret. La peinture, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus distancié, c'est quelque chose qui s'adresse non plus au toucher, mais à l'œil exclusivement, et qui met quand même encore en distance. Et puis, à terme, vous le voyez bien, la rhétorique, mais aussi la musique, c'est des arts dits du temps, mais c'est aussi des arts qui s'adressent à quoi ? À l'ouïe. C'est-à-dire qu'on voit très très bien qu'en fait, dans cette échelle, qui place plutôt la musique en haut de la noblesse des arts, il y a une hiérarchie ascendante en fait des sens. C'est-à-dire que plus l'on va vers des sens immatériels, impondérables, mieux c'est, ou en tout cas plus noble est l'art. L'architecture, c'est le tact ainsi que la sculpture. La peinture, c'est la vue. Et puis donc la musique, c'est le lieu de l'écoute, de l'entendement, de l'intellection, le lieu de la parole et donc du discours, de la rhétorique, mais aussi bien sûr de l'explication, le lieu intellectuel. La musique est l'art le plus abstrait par nature, le plus intellectuel. Alors pourquoi j'évoque cela ? C'est parce que les peintres vont vouloir précisément aller vers cet état musical abstrait pour aller vers ce champ de la non-représentation. D'où en fait la possibilité d'interpréter un tableau comme celui-ci, Amorpha fugant de couleurs, non seulement comme l'impact du vocabulaire ornemental de l'Art Nouveau, mais aussi comme une arabesque de la danse, par exemple, et du mouvement. Et surtout peut-être, et c'est une proposition que je voudrais vous faire, comme une représentation graphique du son. Alors d'où cela vient-il ? Eh bien tout simplement d'une science qui est apparue au XIXe, l'acoustique. Voici ici Chladni, Ernst Floris Chladni, qui, à la fin du XVIIIe, début XXe, fait cette fameuse expérience de la planche dite de Chladni. C'est une fine couche de sable avec un archet, on fait vibrer le sable et ça configure, on le voit bien, des formes qui, comme par hasard, sont géométriques, si possible symétriques, et qui montrent que derrière le chaos des sons se cache évidemment l'armature harmonieuse du monde, de la musique, des sphères, la présence divine qui s'inscrit bien sûr dans le chaos des phénomènes. Donc voici les planches de Chladni, là nous sommes au tout début du XIXe, qui sont des planches très révolutionnaires, puisque pour la première fois, on donne à voir ce qui normalement se donne à entendre. Alors je ne peux pas insister sur cet aspect, je dois aller hélas trop vite parce que je voudrais terminer sur ma petite conclusion là, mais ayons en tête que l'instrumentation, les méthodes graphiques tout au long du 19e vont sophistiquer cette traduction graphique du son. Vous le voyez bien ici, un archet qui n'est plus sur une petite plaque de Chladni mais sur tout simplement les cordes d'un violon, et qui va en quelque sorte se traduire sur un rouleau inscripteur au noir de fumée qui donne donc cette arabesque. Pourquoi j'évoque cette arabesque ? C'est parce que très très vite, à nouveau, on fait passer un faisceau lumineux qui passe sur un diapason et qui va donner une sorte d'arabesque en mouvement. C'est ce qu'on appellera les figures de Lissajous. Nous sommes dans les années 1860. Autant de formes qui, à cette époque-là, 1860-70, diffusées dans la revue comme La Nature, qui sera une revue de vulgarisation extrêmement populaire, nous donnent, on le voit bien en fait, tout ce type de représentation graphique du son que l'on peut à terme, évidemment, associer à l'évolution même du travail de Kupka. Kupka, voici des études préparatoires, on le voit, ce sont des lignes qui à terme donc développe ce type de vocabulaire. Un tableau comme celui-ci, Amorpha fugue en deux couleurs, fugue, le terme lui-même indexe un vocabulaire musical, nous dit que ce tableau, c'est peut-être aussi une transcription visuelle du son. Est-ce que c'est qu'une transcription visuelle ? C'est, je pense, aussi une transcription chromatique. C'est l'autre élément
avec lequel je voulais terminer. Là, c'est des expériences, par exemple sur le ton, les voix, par exemple, avec des formes, ça s'appelle le tonographe, hein, une autre expérience de traduction graphique du son. Les figures de voix, avec l'eidophone, un ouvrage que Kandinsky connaissait, qui donne ce type de transcription, hein, c'est une sorte d'amélioration, de sophistication du procédé des planches de Chladni avec des liquides visqueux. On souffle une sorte de poésie qui va donner ce type de forme, hein, vous le voyez bien, très aquatique, végétale, que l'on peut retrouver à nouveau dans certains tableaux préparatoires de Kandinsky. Comme si Kandinsky, on le voit dans ces tableaux, nous donnait à voir le son, c'est quelque chose qui va beaucoup l'occuper. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup le temps d'évoquer l'autre manière, bien sûr, de transcrire le son, c'est le transcrire par les couleurs. Il se trouve que le 19e va favoriser cela. J'ai vu tout à l'heure l'acoustique comme science du 19e. Il y aura aussi l'optique à convoquer. Pourquoi ? Juste au tout début du 19e siècle, Thomas Young va instiller une nouvelle interprétation de la lumière, hein, une interprétation ondulatoire. La lumière, en fait, ce sont des ondes, des fréquences qui circulent dans l'air, contrairement à l'interprétation qui dominait jusqu'à présent, une interprétation corpusculaire. La lumière, c'est des petites particules qui viennent frotter la rétine et qui, physiquement, vont produire de la couleur. Je vous rappelle que le XXe siècle réunira les deux interprétations, ondulatoire et corpusculaire. On sait que maintenant, la lumière, c'est les deux phénomènes à la fois. Sauf qu'au 19e, c'est la théorie ondulatoire qui s'impose. Pourquoi je passe par ce petit détour ? C'est parce que la lumière, c'est-à-dire les couleurs, sont en fait physiquement associées à un phénomène fréquentiel, vibratoire, tout comme le son. Et là, le fait de vouloir associer physiquement la nature du son et de la couleur sur un même registre, en quelque sorte physique, va nourrir plein d'imaginaires sur l'idée d'associer la gamme des couleurs avec la gamme des sons. Donc vous avez plein de traités à cette époque-là, j'en ai montré pas mal dans l'exposition d'Orsay justement, sur cette équivalence qui va beaucoup nourrir les imaginaires de l'époque. Et où on le voit bien, coloration du piano chromatique et autres. Pourquoi j'évoque cela ? C'est parce que ici, un traité du tout début, hein, il est de 1900, Le Beau et sa loi, où on voit très très bien l'articulation entre la gamme des sons et la gamme des couleurs. Voici un tableau de Kupka. Il s'agit des touches de piano, le lac, tableau qui est ici en fait fauve, qui est de 1909. Il n'est pas complètement abstrait, bien sûr, hein, c'est encore un paysage, on le voit bien avec un petit lac, des touches de couleurs, sauf qu'on voit bien le montage est très particulier. Les touches de piano viennent se prolonger vers l'extérieur et autres. C'est quoi ? C'est précisément l'idée d'habiter le paysage par des couleurs qui ne sont plus celles en fait de l'automne justement qui vient changer la couleur des feuilles, mais habitées en fait par le son, les couleurs du son. Et on voit bien que à terme, les fameuses horizontales verticales, c'est, on l'a vu tout à l'heure, l'héritage de justement de l'abstraction ornementale d'Hoffmann, mais c'est aussi les touches de piano, c'est-à-dire en fait l'idée d'associer couleur et son dans une même gamme. Et là, on voit très très bien que l'analogie entre le peintre et le musicien fonctionne à plein. Hein, la distribution des couleurs fonctionne comme une partition. Je mets mes notes comme j'écris une partition, hein, et l'idée même de la structure en fugue, c'est-à-dire une modulation sur un même motif. Ici, on voit bien un motif vertical qui passe du rouge et du bleu et autres, hein, configure entièrement l'association entre le peintre et le musicien. D'où on le voit bien, comme ici dans Fugue chez Kandinsky, 1913, cet ascendant musical de l'abstraction. Alors, c'est à partir, et je termine par là, de cet ascendant musical qui, je pense, a été analysé dans des expositions comme Son et Lumière au Centre Pompidou, mais aussi dans Les origines de l'abstraction, dans une exposition Analorias Musicales à la Fondation Thyssen-Bornemisza, ça, il y a à peu près une dizaine d'années aussi. Hein. Il y a, en gros, si vous voulez, il y a une dizaine d'années, plusieurs expositions ont traité de cet ascendant musical. Eh bien, aujourd'hui, la proposition que je vous fais, suspense insoutenable pour les prochaines suites, j'essaie de réserver évidemment la suite pour le reste, j'aimerais voir avec vous comment en fait cet ascendant musical nous oblige à repenser les origines de l'abstraction et nous oblige à déplacer le champ de ses origines, ne plus être rivé sur la question de la peinture, mais peut-être aller chercher les origines de l'abstraction ailleurs, et en particulier sur la scène. Donc je verrai cela dans les prochaines séances. Merci. Je suis désolé parce que j'espère qu'on aura l'occasion
prochaine séance, vous l'avez compris, je suis un petit peu juste pris par le temps. J'aimerais que, évidemment, tout cela donne lieu à des discussions. Donc, je ne sais pas si on pourra peut-être avancer d'un quart d'heure, éventuellement, les prochaines séances. Je ne sais pas si c'est possible pour vous, mais pour nous donner la possibilité d'un dialogue, parce que j'ai bien compris, là, c'était une sorte de synthèse, donc j'avais pas mal de choses à évoquer. Donc j'ai dû vraiment aller jusqu'au bout de la conférence. J'essaierai d'être un petit peu plus discipliné la prochaine fois pour nous laisser le temps de discuter, de rebondir sur tout cela. Vous avez compris, c'est une archéologie, mais moi ce qui m'importe aussi, c'est bien sûr le dialogue avec des réflexions que vous, et en particulier les étudiants de l'école par exemple, peuvent évidemment avoir par rapport à des interrogations sur les pratiques contemporaines. Voilà. Merci.